Tout le monde, vous êtes sur la chaîne Dr Mohamed Fayed Channel. On continue sur les informations et les conseils dans le domaine des sciences alimentaires et nutrition. Aujourd'hui, on va parler des collations. Les collations, et vous savez bien que cette nourriture, malheureusement, est rendue tellement mauvaise que même le temps de prendre un repas et comment prendre un repas aussi est foutu. Bon, on ne mange pas d'ailleurs comme on veut ou comme il faut. Il faut manger comme il faut. Il y a des personnes qui mangent debout, des personnes qui mangent en parlant au téléphone, des personnes qui mangent en conduisant une voiture, des personnes qui mangent en rédigeant quelque chose. Il y a la main qui prend le chocolat et l'autre main qui écrit. C'est quand même une vie qui est devenue très bizarre parce qu'avant, on se reposait, on ôtait donc les vêtements, on se reposait bien et on mangeait et on prenait du temps pour manger, pourquoi pas. Et ça, maintenant, bon, ça n'existe plus avec ces jeunes et avec donc la façon, disons, avec l'emballé, les aliments conservés, emballés, faciles à manger, on ouvre un sachet, on ouvre un paquet, une boîte, tout ça, et puis on mange. Et là, ça a incité les gens d'ailleurs à manger des choses qu'ils ne connaissent pas. Et malheureusement, il y aurait toujours des maladies. Il y aurait toujours des maladies. Vous savez bien que la courbe des maladies maintenant, c'est exponentiel. Les cancers, les maladies auto-immunes, donc le diabète, l'hypertension, l'autisme, même l'autisme et l'apparition et l'émergence d'autres maladies. D'ailleurs, encore plus grave que l'autisme. Les collations, c'était une philosophie, c'était pas la science, ça n'a rien à voir avec la science. Les collations, c'est une philosophie. Je ne sais pas comment ça a été comme ça, je ne sais pas, c'est descendu du ciel, ça tombe comme ça. D'ailleurs, on commence par les principes généraux de la bonne nutrition. Bon. Et parmi ces principes, il y a des gens qui disent manger équilibré, mais c'est quoi, monsieur, équilibré? C'est moi, c'est quoi équilibré? Bon. Équilibré, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en conformité. Mais c'est quoi équilibré? Définissez quand même. C'est des légumes, c'est des fruits, c'est des céréales, c'est des herbes, c'est des boissons, c'est de la viande, c'est du poulet. C'est quoi finalement manger équilibré? Ça n'a rien. C'est vide de sens, cette expression manger équilibré, manger bien. C'est quoi manger bien? Manger beaucoup, manger de la viande. C'est quoi manger bien? Et c'est un grand problème actuellement. Pourquoi? Parce que c'est des termes, d'ailleurs, c'est la terminologie de la médecine. Bon, alors que la médecine, elle est très loin, elle est très, 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 très loin des sciences alimentaires. Ils ne connaissent rien du tout. Et ces choses-là, il y a des personnes, quand ils voient une blouse blanche et un stéto donc, autour du cou, là, ils disent, voilà, c'est un médecin qui l'a dit. Non, mais ils ne connaissent rien en sciences alimentaires, je continue à le dire. Et je vais rester tout le temps à le dire. Ils ne connaissent rien du tout sur les aliments, ces médecins. Ils ne connaissent rien du tout sur les aliments. Ils ne connaissent rien du tout sur les aliments. Voilà. Et voilà, on a commencé d'abord par 3 repas, alors qu'avant, tout au moins dans nos pays, les pays arabes, les pays maghrébins, et même en Europe, là, on ne mangeait pas 3 fois par jour. Ça n'a jamais été, donc, depuis l'histoire, depuis que l'homme a existé, ça n'est jamais 3 repas. On vivait sur 2 repas, et on mangeait lorsqu'on a faim. Bon. Et les gens qui allaient travailler dans les champs, je ne sais pas, les gens qui ont des métiers, le cuir, l'agriculture, le textile, il y a même les gens les constructeurs, les métiers, les gens qui pratiquaient des métiers, et les agriculteurs ils allaient le matin au champ sans manger. On se réveille, on va au champ sans manger, c'est à 9h30, 10h là qu'on mangeait quelque chose qu'on appelle l'iftar, mais c'est petit déjeuner, mais c'est pas petit déjeuner. Bon, et dans certaines régions, dans ma région, on appelait le rida, on appelait déjeuner, le repas du matin quand il est à 9h, 9h30, dans le champ, on mange dans le champ, là, ça s'appelait rida, ça s'appelait le déjeuner déjà. Bon. Et puis quand on revient à la maison, on mange des choses légères, et puis le soir, on soupe. Le soir, c'est un souper. C'est comme ça, ça s'appelait comme ça. Maintenant, il y a 3 repas, 3 grands repas. Entre les repas, il y a les collations. On mange à 10h et on mange à 4h. Et on mange même à minuit. Bon. Et ces collations, maintenant, ils sont recommandées. Bon, je ne sais pas pourquoi on recommande des collations. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des gens qui souffrent du type digestif, qui ont des gaz, qui ont des flatulences, qui ont des ballonnements, qui ont des douleurs, qui ont n'importe quoi. Et puis, finalement, on leur dit de manger tout le temps. Il ne faut pas s'arrêter de mâcher. On mange tout le temps, et on avale tout le temps, mais ça c'est mauvais, c'est très mauvais.
Et d'ailleurs, les grands principes de la bonne nutrition, d'ailleurs, il faut couper. Et parmi ces principes, il y a un principe qui dit qu'il faut éloigner les repas, espacer les repas. Bon, avec les collations, on ne peut pas, vous voyez. C'est contradictoire. Bon, on recommande aux gens d'espacer les repas et on leur demande de prendre une collation. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? On est en train d'ailleurs d'induire les gens en erreur. Là, et c'est obscur quand même, c'est absurde. Bon, on ne comprend plus rien. L'espacement des repas, là, c'est l'idéal en nutrition. Espacer les repas. Plus vous espacez les repas, plus votre estomac il se repose, il se prépare, le système enzymatique est bon. Lorsque vous mangez, à ce moment-là, votre estomac se met au travail. Mais quand l'estomac travaille tout le temps, là, vous aurez toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que la digestion commence déjà au niveau de la bouche. Le tube digestif est constitué 5-6 parties. La bouche fait partie du tube digestif parce qu'on mâche, parce qu'il y a de l'amylase, hein, avec la salive. Et la bouche, c'est un pH 7 parce que l'amylase agit à pH 7. Donc, il faut bien mâcher donc les céréales, le pain, le couscous, les choses qui sont fabriquées, disons les pâtes aussi, qui sont fabriquées à partir des céréales, les amylacées, hein, les aliments qui contiennent de l'amidon. Il faut bien mâcher, il faut bien mâcher, mastiquer, il faut mastiquer 36 fois, etc. et doucement. Pourquoi? Parce que plus vous mastiquez, l'amylase donc, il se mélange avec cet amidon en milieu des aqueux, hein, qui est la salive, là, il hydrolyse l'amidon en amylodextrine, en amylose et en glucose. Pourquoi pas? On peut aller jusqu'à l'amidon. On peut aller jusqu'au glucose, pardon. Et puis, il n'y a qu'un seul travail au niveau de la bouche, c'est la réduction mécanique des aliments. Attends, vous mastiquez, donc les dents, là, elles réduisent un peu les aliments pour les rendre accessibles par les enzymes. Et voilà, donc il faut bien mastiquer, là, pour bien exposer les protéines, les carbohydrates et tout ça, et même les lipides, donc, aux enzymes. Les enzymes, il y a 3 catégories. Il y a les enzymes, ils ont les glucidases, bon, c'est l'amylase, on commence par l'amylase, ça agit au niveau de la bouche. Bon, quand vous avalez, il n'y a plus de digestion de l'amidon, il s'arrête. Pourquoi? Parce que l'amylase est inhibée par le pH 2 de l'estomac. L'estomac, c'est un pH 2. Et pH 2, c'est le pH optimum de la pepsine, qui est une protéase. Et cette pepsine, c'est le seul travail. D'ailleurs, il y a un seul travail dans la bouche. Enfin, il y a 2 travaux. Il y a un travail mécanique, la réduction des aliments. Il y a un travail physiologique, un travail biochimique, c'est l'hydrolyse de l'amidon. Il y en a 2. Il y a aussi le mélange, l'opération de mélange, parce qu'en ingénierie, en technologie alimentaire, l'opération mélange est une opération très difficile. Les opérations militaires, la distillation, la cristallisation, le mélange et tout ça, et le mélange, c'est une opération très difficile, parce qu'il y a de l'ingénierie, il y a du calcul à faire. Et notre Dieu a créé cette langue-là, c'est un agitateur, hein, c'est le meilleur agitateur qui existe, hein, l'industrie ne peut pas le faire, là, c'est la langue-là qui remet ces choses-là. Bon, vous broyez avec les dents et la langue, là, il mélange, c'est un malaxeur. Votre langue est un malaxeur. Et puis, il y a la sécrétion de la salive, là, qui humidifie un peu l'aliment. Et puis, vous avalez un bouillon. Hein. Il faut que ce soit bien réduit. Donc, le travail à la bouche, c'est l'amylase qui travaille au niveau de la bouche. Il n'y a que ça, avec le mélange et la réduction mécanique. Ensuite, dans l'estomac, vous avez un pH de 2. Regardez, hein. Regardez comment notre Dieu a créé les choses. Hein. Personne ne peut... tout au moins, il faut découvrir ça. Bon. Il faut découvrir ça et il faut reconnaître que c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Il n'y a pas une force. Donc, pH 2 dans la bouche, pH 7 dans la bouche, pH 2 dans l'estomac, pH 8,2 dans l'intestin grêle. C'est extraordinaire. Là. On dit Subhanallah. Donc, dans l'estomac, l'amylase s'arrête, et puis c'est le travail de la pepsine. L'estomac a un seul travail. Hein. Il ouvre les protéines, il ne digère pas les protéines, il ouvre la structure quaternaire des protéines. Ça veut dire il ouvre la protéine elle est globulaire, la pepsine coupe donc les ponts disulfures. Plus les protéines sont coagulées, plus les ponts disulfures sont exposés à la pepsine, c'est-à-dire facile à digérer. Ça veut dire que les gens qui mangent la viande demi-cuite ou un steak saignant, là, ou qui avalent les œufs comme ça, crus. Là, c'est des personnes, attention, hein, qui saccagent bien le système enzymatique au niveau de l'estomac.
Les steaks demi-cuits et la viande saignante, là, il n'est pas bien digéré. Il n'est pas bien digéré. Votre estomac fait un grand effort. Il faut cuire la viande, une bonne cuisson. Plus on cuit donc les protéines, plus on coagule ces protéines, plus les dénaturées, la protéine est dénaturée et les ponts disulfures ils s'exposent et la pepsine agit tout de suite. D'autant plus que cette viande, il faut qu'elle soit réduite au niveau de la bouche par les dents. Et à ce moment-là, vous aurez une bonne protéolyse. Donc la protéine est ouverte, elle est sous forme peptide. Et cette hydrolyse, cette protéolyse, elle est complétée au niveau de l'intestin grêle par les peptidases. Il y a d'autres enzymes qui s'appellent les peptidases, la calpaïne, la catepsine. En tout cas, c'est un système le calcium activated sarcoplasmic factor, on l'appelle comme ça en anglais. Et c'est des enzymes qui agissent à pH 8,2. À pH 8,2. Hein. Il y a une petite amylase qui est issue donc, du pancréas, qui va faire un petit travail au niveau de l'intestin grêle, compléter le travail bien sûr de l'amylase, de la bouche. Et puis il y a la lipase du pancréas, hein, qui est sécrétée par le pancréas, qui va agir sur les lipides, hein, sur la matière grasse au niveau de l'intestin grêle. Et cette lipase agit à 8,2 et les peptidases agissent à 8,2. L'intestin grêle c'est 8,2. Et il y a la bile qui émulsifie, hein, qui solubilise le gras. Parce que le gras est insoluble, vous voyez, donc l'amylase ne peut pas hydrolyser le gras, il faut qu'il soit soluble. Il y a la bile issue de la bile au niveau du duodénum, là, il se mélange avec le gras, il se mélange bien, et c'est une émulsion qui est accessible, il devient soluble. Ça veut dire que la lipase agit très vite au niveau de l'intestin grêle. Regardez comment les choses sont faites, hein, comment notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, a créé les choses. Et puis, ces choses-là, l'hydrolyse au niveau de l'intestin grêle, il y a déjà des petites absorptions au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, mais la grande absorption, c'est au niveau du côlon. Votre bol arrivé au côlon, il faut qu'il soit bien paraffé, hein, il faut qu'il soit bien hydrolysé, bien préparé. Hein, il faut qu'il y ait des sucres simples, donc des acides aminés, et puis des acides gras. S'il y a des choses qui ne sont pas bien digérées, bah vous aurez un grand problème avec des gaz, avec des fermentations, des perturbations, des douleurs et tout ça. Bon, revenons maintenant, pourquoi je dis ça? Revenons maintenant à ça. Bon, si vous mangez tout le temps, votre amylase va être sécrétée tout le temps, votre pepsine va être sécrétée tout le temps, et puis votre intestin grêle qui est pH 2, 8,2 va recevoir un suc gastrique de pH 2 qui va neutraliser la 8,2, pH 8,2, et l'intestin grêle il devient paresseux. Il n'y a pas d'hydrolyse, il n'y a pas d'activité enzymatique. C'est pourquoi les gens qui souffrent d'abord des troubles stomacaux, un trouble stomacal peut bien se répercuter sur l'intestin grêle et sur le gros intestin. Et c'est un problème parce que c'est un système continu, hein, en ingénierie on appelle système continu, là, et par opération, il y a l'opération mécanique enzymatique au niveau de la bouche, une deuxième opération mécanique aussi enzymatique au niveau de l'estomac, parce que l'estomac c'est un essorage, hein, l'estomac c'est un mouvement, hein, l'aliment il tourne dans l'estomac, c'est un essorage, c'est un mélange aussi au niveau de l'estomac, mais c'est un mélange par le mouvement de l'estomac. Et au niveau de la bouche c'est la langue, l'agitateur c'est la langue. Et puis au niveau de l'intestin grêle, vous savez, l'intestin grêle c'est un long tube, c'est un réacteur, et nous en ingénierie, plus la surface d'échange est bonne, plus les échanges se font. C'est idéal pour nous en ingénierie, là, la surface d'échange. Bon, plus donc, disons, ce tube est long, plus on aura un bon travail, là, au fur et à mesure que, disons, cet aliment avance, il est hydrolysé, il est transformé, et à la fin, on aura fini l'opération. Si vous avez un intestin court, les gens qui sont amputés d'une bonne partie de l'intestin grêle, le travail n'est pas fait. Il n'est pas fait ou il est fait à 20-25%. Il faut faire attention parce qu'on peut... Je ne sais pas comment on fait pour convaincre les gens, d'ailleurs, à couper l'intestin grêle, le gros intestin et à enlever l'estomac. Les gens ont enlevé l'estomac, on leur a dit que vous allez vivre. Et bien, comment ils vont vivre là quand on enlève l'estomac? Comment il va vivre? Comment? Et combien de temps? Est-ce que c'est 7 mois, 9 mois, 8 mois? Il va consommer ce qu'il a stocké, mais et puis au fur et à mesure, là, il va chuter de poids, et puis au bout de 10 mois, 11 mois maximum, là, il ne pourra pas vivre. Il pourra pas vivre. Maintenant, si vous mangez tout le temps, vous avez des sécrétions qui sont tout le temps,
Et il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de repos. Et malheureusement, là, vous aurez ces organes tout malades. Pas uniquement, vous aurez et l'estomac, et l'intestin grêle, et le gros intestin. Vous aurez encore une irritation de votre vésicule biliaire, irritation du pancréas. Et là, c'est ça le problème. Et ça veut dire que les gens qui prennent des collations, c'est des gens qui saccagent bien ce tube digestif, ce système enzymatique du tube digestif. Il faut arrêter de manger, au moins 6 heures. Au moins 6 heures, je le dis 2 fois. Il y a des gens qui mangent tout le temps, il y a des filles et même des garçons, surtout les étudiants et tout ça, qui prennent des barres de chocolat, des biscuits dans leur sac, et à tout moment, là, ils vont manger, à tout moment, ils boivent, ils mangent, ils boivent, ils mangent. Il faut s'arrêter de manger, il faut s'arrêter de manger. Si vous ne voulez pas de gaz dans l'intestin, si vous ne voulez pas de ballonnement, de gonflement, de douleur, de problèmes au niveau du gros intestin, arrêtez de manger tout le temps. Vous voyez, c'est une solution intelligente, là. Il n'y a personne là qui vous dit ça. Arrêtez de manger et vous n'aurez plus de gaz dans votre gros intestin. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous bien, lorsque vous jeûnez au mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes là qui s'améliorent, mais quand ils jeûnent d'une bonne manière, parce qu'il y a des gens qui dorment la journée et qui mangent la nuit, ça, c'est pas du jeûne, c'est pas le Ramadan. Ça, c'est une catastrophe. Il faut bouger, il faut travailler, il faut faire un grand effort, il faut se réveiller de bonne heure et jeûner, et le soir, il ne faut pas trop manger. Et pas de viande, pas de produits laitiers et tout ça. Il faut manger végétal le soir. Justement parce que, pour valider votre jeûne, parce que si vous jeûnez la journée et puis le soir, vous mangez 5 fois la quantité de calories que vous aurez mangé si vous n'avez pas jeûné, là c'est grave, c'est pas du jeûne. Disons, vous trichez avec votre santé et vous trichez avec votre santé, c'est le mot. Donc, le jeûne, c'est un grand facteur et c'est un facteur primordial d'ailleurs pour le type digestif et pour les échanges. Et il faut quand même que cette activité enzymatique s'arrête à un moment. Pourquoi maintenant les gens souffrent de cette bactérie d'estomac? Justement parce que l'estomac n'est jamais vide. Ça, personne ne saura le dire et ne pourra vous le dire. Pourquoi cette bactérie qui a toujours existé depuis que l'homme a existé? Et l'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui a toujours existé et ce n'est pas une bactérie méchante. Moi, je vous le dis. Tout le monde peut avoir cette bactérie dans l'estomac, mais il ne fait rien. Mais vous la gênez, cette bactérie, vous la rendez nerveuse, là, et là, une protéase. Cette bactérie-là, il peut hydrolyser, peut attaquer donc, les parois de l'estomac et provoquer des trous. Et ce sont ces trous-là, quand l'acidité arrive à ces trous, là, vous sentez des douleurs. Ce qu'on appelle l'ulcération de l'estomac. Donc cette bactérie-là, elle se porte bien. Pourquoi? Parce que l'estomac n'est jamais vide. Vous mangez tout le temps. Vous mangez tout le temps. Et l'estomac n'est jamais au repos. Et cette bactérie, il est tout le temps en contact avec les aliments, en contact avec, disons, cette activité, ce mouvement donc, de l'estomac. Donc il vit bien, il vit très bien. Mais si vous voulez la coincer, cette bactérie-là, il faut vider l'estomac. Et vider l'estomac, quand vous mangez, attendez au moins 6 heures. Attendez au moins 6 heures. Voilà. Les gens qui mangent 2 fois par jour, c'est des gens qui sont en bonne santé. Et il y a même un système, d'ailleurs, moi, je l'encourage, il y a un système qui s'appelle un repas. Une diète, un régime qui s'appelle un repas. Comme ça. One meal, un repas, c'est connu, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Nous, on n'a pas besoin de travailler là-dessus parce que nous, on connaît bien comment on doit manger, ce qu'on doit manger et les choses à faire. Parce que notre religion, l'islam, a bien défini les choses et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons un mois de jeûne. On jeûne un mois par an et on jeûne le lundi et le jeudi. Et pourquoi jeûner? Justement pour reposer l'estomac et pour que cet estomac, au moins, c'est des gens qui mangent beaucoup, au moins quand ils jeûnent 2 fois par semaine, quand même reposer cet estomac et reposer tout. Pas uniquement l'estomac, c'est aussi l'intestin grêle, le gros intestin, la vésicule biliaire, le foie, tout. Tous les organes, donc ils se reposent quand vous jeûnez. Voilà. Et voilà les collations. Les gens qui recommandent encore les collations, c'est des gens il faut qu'ils arrêtent leur théorie. C'est quelque chose de faux. Et c'est quelque chose qui peut, attention, qui peut, les gens, résulter en beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la digestion. Et surtout les enfants,
On donne des petits snacks, on donne des sandwichs et tout ça les enfants qui vont les apposer avec eux à l'école, et ça c'est mauvais. Ne donnez rien à votre enfant. Ne donnez rien à votre enfant. Laissez-le sentir donc la faim, et il va manger. Quand il revient à la maison, il va manger. Il va directement... mais quand vous lui donnez quelque chose là qu'il apporte avec lui à l'école, c'est soit un biscuit, c'est des produits industriels, c'est des produits emballés, il y a des additifs et c'est sucré, c'est souvent sucré. Donc vous cassez donc l'appétit à cet enfant, et quand il revient à la maison, il n'a plus l'appétit, il ne mange pas. Je ne sais pas, hein, bon, c'est logique, c'est très logique. Je dis, si vous ne trouvez pas que c'est logique, regardez votre enfant. Si vous ne voyez pas que c'est logique, regardez votre enfant. Est-ce qu'il mange quand il revient de l'école? Il ne mange pas, il n'a pas l'appétit. Il n'a pas d'appétit. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné quelque chose là à manger à l'école, mais quand il revient, il ne mange pas. Pourquoi? Parce que vous avez cassé, vous avez coupé l'appétit à cet enfant. Laissez-le sentir la faim. Il faut qu'il ait faim. Hein? Il faut qu'il ait faim, mais pas soif. Donnez-lui de l'eau. Hein? Une petite bouteille d'eau qu'il emmène avec lui, et c'est tout. Si jamais vous ne pouvez pas, vous craignez que votre enfant va crever, il ne va pas crever, croyez-moi, donnez-lui une pomme ou des dattes ou des figues ou des raisins secs ou des trucs naturels, des fruits, des fruits. Pourquoi? Parce que les fruits, ça se digère vite, ça s'absorbe vite. Voilà, il n'irrite ni l'estomac, ni la vésicule biliaire, ni le gros intestin, ni l'intestin grêle. Ça passe directement, il y a les fibres, les minéraux, les vitamines et les sucres. Et les sucres, donc c'est des sucres simples de fruits qui sont très bons. Donnez-lui au moins un fruit, et c'est bon. Hein. Sinon, ne donnez rien, ne donnez rien à votre enfant. Hein, c'est la meilleure. Donc, pas de collation, ne mangez pas entre les repas, hein, et espacez les repas au maximum si vous voulez rester en bonne santé. Et l'idéal, si vous pouvez, moi je peux, vous ne pouvez pas. L'idéal, c'est ne manger que lorsque vous sentez la faim. Ça, c'est l'idéal en nutrition, si vous pouvez. Hein. Ne mangez que si vous avez faim. Et quand vous avez faim, mangez. Hein. 10 heures, 3 heures du soir, disons 6 heures, 5 heures du matin. Hein. Quand vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Ne mangez pas. Et forcez-vous d'ailleurs, forcez-vous à sentir la faim, c'est très bon. Je dis bien forcez-vous, parce que je sais bien que c'est un désir, et c'est l'envie de manger, hein, c'est une addiction, l'envie de manger. Il faut que je mange quelque chose. Hein. Dès que je rentre à la maison, je cherche quoi manger. Et puis, même en conduisant la voiture, il faut donc grignoter quelque chose. Et puis, dans mon bureau, il faut que je mange. Et oui, voilà, vous mangez toute la journée, et même la nuit. Vous mangez jour et nuit, et vous dites, pourquoi j'ai des problèmes, j'ai des flatulations, j'ai des spasmes, j'ai des gonflements, ballonnements, douleurs, tout ça, des fois diarrhée, des fois constipation, pourquoi j'ai ces problèmes? Eh bien, vous avez des problèmes parce que vous ne laissez pas votre tube digestif se reposer, tout simplement. Quand votre tube digestif se repose, il absorbe bien. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on vous dit. C'est que les gens qui ont une anémie, il ne faut pas qu'ils jeûnent, il faut qu'ils jeûnent. C'est au contraire, c'est tout à fait le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui se sont améliorées le mois de Ramadan. Fin Ramadan, ils ont fait une analyse, ils n'ont plus d'anémie fer, ils n'ont plus d'anémie zinc, ils n'ont plus d'anémie, ils n'ont plus aucun manque, ni calcium, ni magnésium, ni fer, ni rien. C'est tout à fait le contraire. Quand vous reposez votre type digestif, il absorbe bien, il absorbe très bien. Quand vous mangez tout le temps et que vous mangez beaucoup, là, votre corps ne prend rien. Là, il lâche tout. Là. J'espère bien là, que ces choses-là soient notées. Disons que vous soyez convaincus. Pas ça ne me fait rien du tout. Et je dis toujours, je ne suis pas pour vous convaincre. Mais au moins, je parle logique. Et la solution est très simple. Laissez l'estomac vide un moment. C'est tout. Ne mangez pas tout le temps. Ne mangez pas tout le temps. Ne mangez pas tout le temps. 3 fois. Et c'est bon. Quand vous mangez, appliquez le par repos. Mangez au repos, ne mangez pas debout, ne mangez pas préoccupé, ne mangez pas occupé, ne mangez pas quand vous parlez, ne mangez pas parler au téléphone, vous conduisez la voiture, vous êtes devant votre PC, tout ça. Prenez un temps, éteignez tous les appareils et prenez un temps de 10-15 minutes et mangez. Mangez. Reposez-vous et mangez doucement et arrêtez. Après, arrêtez. Vous avez le droit à de l'eau, et pas de l'eau fraîche, de l'eau tiède. Et les tisanes ou les infusions. Si vous ne pouvez pas, les fruits. Prenez 2 dattes, 3 dattes. Puis les figues aussi, les raisins secs,
une pomme, une orange. Et c'est bon, et c'est tout. Hein. Il y a des gens qui, ça c'est très mauvais, ça c'est très mauvais. Arrêtez cette théorie de collation. Bon, toutes les télévisions, toutes les radios au Maroc, là, chaque jour, on parle de collation. Une petite collation à 10 heures, une petite collation à 4 heures. Bon, les gens diabétiques, il faut qu'ils mangent 7 fois par jour. Pourquoi les diabétiques doivent manger 7 fois par jour? Pourquoi un diabétique doit manger 7 petits repas par jour? Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la nature de ce que le diabétique doit manger. Quand vous recommandez une tranche de pain que vous devez griller, un petit morceau de viande, mais ça, c'est pas de la nourriture du diabétique, du tout, pas du tout. Le diabétique, il faut qu'il mange cru d'abord. Le premier pain, il faut qu'il mange cru, les légumes. Il faut qu'il mange cru, les légumes et les feuilles vertes. Il faut qu'il y ait 70% du cru, parce que le diabétique, il est fragilisé, il n'a pas d'absorption, il n'a pas d'immunité, il n'a pas de digestion. Il est fragilisé. Et les choses crues sont des choses vivantes, ça le vivifie, ça donne la vie, les choses crues. Quand vous faites cuire, là, vous tuez l'aliment. Voilà. Hein, il n'y a rien, il n'y a ni enzymes, ni rien, ni facteurs actifs, la matière active d'ailleurs de ces aliments, la matière active là, elle est tuée, notamment le glutathion, beaucoup de choses là qui sont détruites par la chaleur. Et c'est ça le problème. C'est un grand problème. Au lieu de montrer aux diabétiques comment jeûner, on interdit aux diabétiques de jeûner. Ça rend fou, là. Parce qu'ils ne peuvent pas montrer aux diabétiques comment jeûner, parce qu'ils ignorent complètement la nutrition des diabétiques et l'alimentation, c'est l'alimentation, pas la nutrition, l'alimentation des diabétiques, pas la nutrition. Et on interdit donc le jeûne aux diabétiques, alors qu'il y a beaucoup de personnes en Amérique, en Europe, il y a beaucoup de personnes là qui ont découvert, qui ne sont pas des musulmans, hein, qui ont découvert le jeûne et qu'ils ont jeûné, puis ils ont réduit donc cette hémoglobine glyquée, ils ont réduit, ils ont bien stabilisé donc la glycémie. Mais maintenant on a un contrôle. Pourquoi les gens ils ont peur? Pourquoi vous avez peur? Vous contrôlez votre glucose dans le sang, vous avez un petit appareil, vous avez des tests, jeûnez et puis vous restez sous contrôle. Si vous voyez que c'est mauvais, mangez et c'est tout. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils ne veulent pas que les gens jeûnent, ils ne veulent pas que les gens jeûnent. Les diabétiques ne doivent pas jeûner, la femme enceinte ne doit pas jeûner. Les médecins européens, ils utilisent ça pour que les gens ne découvrent pas l'islam, tout simplement. C'est politique, ce n'est pas scientifique. La femme enceinte ne jeûne pas, la femme allaitante ne jeûne pas, les anémiques ne jeûnent pas, les ulcéreux ne jeûnent pas, les gens qui prennent des corticoïdes ne jeûnent pas. Et finalement, parce que tout le monde est malade, finalement, et on ne jeûne pas, on ne jeûne plus au ramadan. Là. Faites très attention, découvrez les choses vous-même, parce qu'on est en train de se moquer de vous. Je dis bien, on est en train de se moquer de vous. Franchement, je vous dis la réalité, surtout les personnes maintenant, regardez les personnes en Europe et en Amérique, et même les autres pays asiatiques et africains, et même l'Europe de l'Est, et des gens qui savent lire et écrire et qui écoutent encore des bêtises, qui regardent des bêtises sur la télévision et ils écoutent encore des bêtises. Vous savez lire et écrire, n'écoutez personne, de Dieu, essayez de découvrir vous-même ce que c'est. Quand vous entendez que les islamistes, qu'est-ce que ça veut dire ce mot islamiste finalement? C'est quoi islamiste? Il n'y a pas d'islamiste, ça n'existe pas, ça. Il n'existe que dans vos télévisions, vos mass médias. Mais chez nous, il n'y a pas d'islamistes, il y a des musulmans. Et oui, on a transformé on a utilisé des terminologies de toute façon à ce que les jeunes oublient complètement, ignorent complètement l'islam et n'essaient même pas de découvrir. Essayez de découvrir parce qu'il se pourrait bien que la chose qui vous manque. Et je vous assure, et je suis certain qu'il vous manque quelque chose. Cherchez-la, vous allez la trouver dans l'islam, dans le Coran. Cherchez-la vous-même, n'écoutez personne, ne laissez pas les personnes vous influencer et vous mentir et vous induire en erreur. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a des petites choses, les islamistes, le terrorisme, tout ça, et finalement on a intimidé les gens pour qu'ils n'aillent pas chercher ce que c'est que cet islam. Alors qu'il y a 1,8 milliard, ne sont pas tous fous, monsieur, madame. 1,8 milliard. Il y a combien de communistes, combien de marxistes dans le monde? 1,8 milliard. 1
1 milliard, pour moi, c'est 2 milliards plus quelque chose. Mais ils ne veulent pas déclarer donc le vrai chiffre parce que sinon, tout le monde sera musulman. Il y a des gens qui sont déjà musulmans en Europe, mais qui ne déclarent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont musulmans. Ils ne font que du bien. Je connais beaucoup de personnes, j'ai des amis en Europe et en Amérique. Ils ne font que du bien. Ils sont déjà des musulmans. Il faut qu'ils le disent. C'est tout. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont des musulmans. Et c'est tout. Bon, je ne sais pas. L'islam, ce n'est pas une montagne que vous allez porter sur les épaules. C'est une reconnaissance de votre Dieu et c'est tout. Si vous faites du bien, vous êtes musulman. J'avais des étudiants avec moi. On me demandait, Mohamed, si je veux devenir musulman, je dis, vous êtes déjà musulman. C'est tout. Il faut que tu le saches. Non, moi je ne suis pas. Mais si, vous êtes musulman, il faut que tu le saches. Vous êtes, mais parce que vous avez été créé musulman. Notre Dieu a créé tout le monde musulman. C'est après qu'on dérive. Après, on dérive bien selon la société, bien sûr. Mais je disais toujours que vous êtes déjà musulman, mais vous ne le savez pas. Vous êtes musulman, vous ne le savez pas. Non, je ne suis pas musulman, c'est pas la barbe, monsieur. Et c'est la grande gaffe que certains imams et cheikhs en Europe et en Amérique, là, dès que quelqu'un se convertit à l'islam, on change sa physionomie. Parce que finalement, c'est nous qui avons détruit cet islam, finalement, ces cheikhs et ces imams-là. Dès qu'il y a quelqu'un, une personne qui se convertit à l'islam, mais tout de suite, là, une barbe et puis un djellaba, il ne faut pas qu'il fasse ça, mais c'est pas ça l'islam, laissez-le tranquille, ne changez pas son nom. Il ne faut pas qu'il change de nom, sauf s'il veut, lui, changer ce nom. Il peut garder son nom. Et il n'est pas obligé d'avoir une barbe ou de porter quelque chose sur la tête ou je ne sais pas de porter quelque chose. Il n'a pas besoin, il n'est pas obligé. Ça ne fait pas partie d'ailleurs des piliers de l'islam. Ça, c'est des choses même pas secondaires, c'est des choses quaternaires, je ne sais pas. Mais laissez les gens tranquilles, laissez les gens tranquilles. Il n'y a pas d'intermédiaire en islam, sachez-le, il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Demandez-lui directement, vous n'avez pas besoin de cheikh, vous n'avez pas besoin d'imam, vous n'avez pas besoin de cheikh, vous n'avez pas besoin de cheikh. Votre Dieu vous écoute, il vous voit, demandez-lui directement, vous ne passez pas, c'est pas les hommes religieux des catholiques. Ce n'est pas les hommes religieux des autres religions. Nous n'avons pas d'intermédiaire. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète. On n'est pas un agent pour ces personnes. Bon, c'est un messager de Dieu, là. Il nous a apporté ça et avec le hadith, et c'est tout. Mais il n'intervient pas. Et c'est ça le grand problème maintenant de l'islam. C'est que les gens n'essaient pas de découvrir elles-mêmes. La personne n'essaie pas de découvrir l'islam elle-même. Vous savez lire et écrire. Mais pourquoi vous laissez aller? Pourquoi vous laissez les gens vous induire en erreur? Vous êtes mieux que ces personnes-là qui vous induisent en erreur. Beaucoup mieux. C'est pour bien que vous voyez ce qu'il me faut. Si on devait appliquer l'alimentation comme ça a été décrit par notre Dieu dans le Coran, personne ne sera malade. Croyez-moi. Si on devait appliquer le régime coranique, si on devait appliquer donc les recommandations prophétiques, la personne ne serait malade. On n'aura pas de maladie, bien sûr. Il y a des accidents, il y a des maladies infectieuses parce que ça existe dans la nature. Il y a des microbes qui attaquent et tout ça, oui, c'est sûr. Mais on n'aura pas ces maladies maintenant qu'on a, les maladies auto-immunes, les cancers et des trucs comme ça, les diabètes, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, l'autisme et tout ça. On n'aura pas ces maladies. Mais c'est pourquoi j'ai dit, l'islam, attention, c'est une protection contre toutes les corruptions, Ici, on n'a pas ça, donc il n'y a pas de guide. C'est notre guide dans la vie, c'est notre guide. Il faut que vous ayez un guide. Et un guide ne peut pas être fait par une autre personne, parce qu'il ne vous a pas créé. Un guide, il doit être fait et recommandé par notre Dieu, subhanahu wa ta'ala. Bon, à un autre live, Inch'Allah, souvenez-vous bien et concentrez-vous sur ces collations. Et ne mangez pas tout le temps et laissez les enfants tranquilles. Si vous pouvez espacer vos repas et si vous ne mangez pas tout le temps et si vous ne mangez pas la nuit, vous n'aurez aucune maladie, vous n'aurez aucun problème de santé. Et même si vous avez déjà un problème, ça peut disparaître.
Augmentation du cholestérol dans le sang. Tout le monde maintenant souffre du cholestérol dans le sang. Mais pourquoi vous avez du cholestérol dans le sang? Parce que vous mangez trop de sucreries et trop de gras. Et parce que vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas et vous mangez trop de gras et trop de sucre. Voilà, c'est simple, bon, on résume ça, c'est en 3 points. Et beaucoup de personnes qui souffrent de cette douleur, de cet gaz, et tout ça. Mais pourquoi? Les lithiases biliaires. Mais pourquoi? C'est votre nourriture, c'est votre alimentation qui n'est pas bonne. Voilà. Ben, souvenez-vous de ces idées, notez-les sur un bout de papier et à notre live, Inch'Allah.